Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À nos rêves. Aujourd'hui, je suis chez Sandrine qui me reçoit chez elle. On est dans sa cuisine, on vient de se prendre un petit thé. Et l'idée, ça va être de présenter un petit peu ton parcours et puis le rêve auquel tu as accédé. Alors, Sandrine, je t'ai rencontrée lors d'un bootcamp qu'on avait organisé pour aller rencontrer des étudiantes et leur parler d'une possible création d'entreprise pour leur future carrière. Et donc, tu étais venue et tu as parlé de ton parcours. Oui. Et tu avais été hyper intéressante et tu as fait un effet bœuf sur les étudiantes. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de venir te poser quelques questions et puis que tu témoignes un petit peu de ton parcours et puis de l'objectif ou du rêve que tu as réalisé. Donc, ça va ? Oui, ça va. Ouais. Merci. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu, présenter ton parcours et puis éventuellement le rêve auquel tu as accédé ? J'ai commencé par la cuisine, en fait, à l'âge de 22 ans. Je sortais d'un bac SMS et je me suis aperçue que certains métiers dans le médico-social ne me correspondaient pas du tout. Et en fait, j'étais déjà attirée par la cuisine. Donc, j'ai repris un CAP de cuisine où vraiment, je me suis, en tout cas en apprentissage, je me suis éclatée. J'ai trouvé ça passionnant. Et puis, quelques années plus tard, j'ai souhaité me reconvertir parce que je trouvais qu'il me manquait quelque chose par rapport à ce métier. Et je pense que c'était la relation avec les gens. Donc, j'ai fait un bilan de compétences et il y a plusieurs métiers qui sont ressortis. Je me suis dirigée à nouveau vers le métier de conseillère en économie sociale et familiale, donc travailleur social en plus général. Donc c'était vraiment la relation avec les gens, mais les accompagner sur leurs difficultés. J'ai travaillé dans différentes institutions et c'est en 2016 où je travaillais dans un centre social à Châlons où en fait je me suis dit mais moi c'est pas ça que je veux faire vraiment. J'avais l'impression de plus faire de l'animation ou d'être plus dans l'assistanat. Donc, entre parenthèses, voilà, en tout cas, c'est moi ce que je ressentais. Je me sentais pas. Il y a quelque chose qui n'était pas là, en fait. Il me manquait quelque chose. Et je suis tombée par hasard sur un livre d'art-thérapie. Et je me suis dit, ah ouais. Voilà. Ça a été une révélation, en fait. J'ai commencé à tâtonner. Je ne connaissais pas du tout l'art-thérapie, j'en avais jamais entendu parler. C'est un métier apparemment qui existe depuis longtemps, mais c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'était tout nouveau pour moi. Donc j'ai commencé à me renseigner, à chercher sur Internet, voilà. Et j'ai trouvé l'atelier du Laurier Rouge. Donc c'est une artiste peintre, Catherine Mazarguil, qui faisait avant une formation d'art-thérapeute. Du coup, je suis allée faire une semaine de stage chez elle et pour découvrir un peu ce métier. Et j'ai découvert, en fait, c'est là où je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc être plus dans la relation d'aide et dans la thérapie, tout en associant en fait les médiateurs artistiques. Donc ça a été un long parcours, parce que là c'était en 2016 et j'ai fait mon premier stage à l'atelier du Laurier Rouge, c'était en 2017. Et en fait il m'a fallu vraiment plusieurs années avant de me dire c'est vraiment ça que je veux faire. Parce qu'après, il y a beaucoup d'écoles d'art-thérapie, il y a plusieurs courants d'art-thérapie, donc c'était aussi le temps de me décider par quelle école j'ai envie de me former. Donc pareil, j'ai pris du temps pour m'informer. Je suis allée à plusieurs réunions de différentes écoles en France. Et puis après, je suis tombée sur une école qui me correspondait. Donc c'était l'Artec à Paris, c'est une école d'art-thérapie humaniste. Mais même pendant la formation que j'ai vraiment commencé en 2019, à un moment donné, il y a le Covid qui est arrivé aussi. Et puis il y a aussi des moments de doute. Est-ce que vraiment c'est ça que j'ai envie de faire ? Est-ce que
j'ai vraiment envie de me lancer en tant qu'art thérapeute. Est-ce que j'ai... voilà. Il y a tout ce questionnement aussi. Alors, le déclic, tu l'as eu en découvrant l'art-thérapie, où tu t'es rendu compte que par rapport au métier que tu faisais avant, c'était ce que tu voulais développer pour améliorer aussi ton rapport avec tes clients, tes patients, je sais pas comment on dit. Nous, on dit clients, mais moi, je dirais plus avec les personnes, en fait. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait... Quel est le déclic, en fait, où tu t'es dit, je vais essayer de faire ce genre de choses, et pas juste m'y intéresser de façon en amateur, mais que tu t'es dit, je veux en vivre, je veux démarrer une activité là-dessus. C'était quoi le déclic pour toi ? Le déclic, c'est quand j'ai eu la possibilité de justement de faire des exercices, de proposer des exercices d'art-thérapie aux personnes que j'accompagnais. Et là, vraiment, je me suis sentie... Enfin, à l'intérieur de moi, il y a vraiment quelque chose de joyeux, quelque chose qui me disait, oui, c'est ça, en fait. Et c'est ça, en fait, qui stimule... Enfin, en tout cas, chez moi, c'est ça qui me stimule, qui me donne envie. C'est que quand je sens qu'il y a vraiment quelque chose... de vivant qui est là, quoi, quand je fais ça, quoi. Et puis en plus, moi je trouve ça passionnant, en fait, la communication avec les personnes, la relation, comprendre ce qui se passe, enfin je trouve ça vraiment génial. Et en plus, on est quand même dans une époque où il y a de plus en plus d'études autour de l'art-thérapie, ce que ça apporte aux gens, autour de plein de techniques, en fait. Je dis l'art-thérapie, mais il n'y a pas que l'art-thérapie. Il y a la neuroscience, mais en tout cas, avec l'art-thérapie, il y a beaucoup d'outils. Donc c'est très enrichissant, c'est vaste, mais c'est très enrichissant. C'est à moi après d'aller chercher aussi tout ce dont j'ai besoin pour justement accompagner les gens. Et alors tu parlais aussi de la peur qu'on peut avoir à se lancer, à essayer de montrer aussi le travail qu'on peut faire. Oui, parce qu'il y a la peur, il y a la peur déjà de comment je fais. Moi, j'ai toujours été salariée, j'ai jamais été entrepreneuse, vraiment. Il y a tout ce questionnement-là. Donc, quand on est salarié, on sait que tous les mois, voilà, on a notre salaire. Il y a cette sécurité-là. Là, il y a quand même une forme d'insécurité. Il y a aussi se rendre visible, chose qu'on ne fait pas forcément chose que je ne faisais pas forcément quand j'étais salariée. Les gens venaient, j'avais pas besoin d'aller chercher puisqu'ils venaient vers moi parce qu'ils avaient une difficulté et que je travaillais dans l'institution sociale. Donc forcément, je n'ai pas ce travail-là à aller démarcher, à proposer, à expliquer ce que je fais, à expliquer ce que ça va apporter à la personne. J'avais pas tout ce travail-là à faire. Et là, c'est vrai que j'ai ce travail-là à faire et c'est pas évident de se rendre visible, d'expliquer qui je suis, qui je suis, ce que je fais, ma singularité, parce qu'en fait, on a tous, toutes les personnes qui ont fait la même formation que moi, oui, on a le diplôme, oui, on a la formation, on a la technique, on a les outils, on a toute la théorie, mais après, c'est comment je fais sur le terrain. Chacun va apporter, chacun va travailler avec sa personnalité, avec sa singularité, avec ce qu'il est en fait. Et moi, du coup, avec tout ça, comment je fais et comment j'imbrique tout ça en fait. Et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, comment j'ai envie de l'amener aux personnes et qu'est-ce que j'ai envie de leur apporter. D'accord. Et donc du coup, il y a toutes ces peurs d'aller vers, d'aller vers l'autre et de me montrer en fait et de me rendre visible. Malgré le fait que tu sois absolument convaincue que l'art-thérapie est bénéfique et que c'est hyper intéressant pour les gens qui en bénéficient, tu te dis, dans ma démarche,
j'ai peur d'aller expliquer ce que je fais. Oui, parce que c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, donc pour moi c'est un apprentissage en fait. Oui. Voilà. Autant discuter comme ça, discuter de plein de choses avec les gens, ou même quand j'étais travailleur social. Enfin voilà, je discutais de plein de choses avec les gens. Pour moi, c'était facile, mais autant aller expliquer vraiment qui je suis, ce que je fais et mon métier, pour moi, c'est vraiment un apprentissage, même si je suis convaincue. C'est intéressant ce que tu fais. Quelle est la différence ? Puisque de toute façon, quand tu étais salariée, tu étais compétente, Ouais. tu faisais ce travail, et aujourd'hui, tu es aussi compétente dans un autre domaine qui te tient peut-être plus à cœur, puisque c'est quelque chose que tu es allé rechercher, pour lequel tu t'es formée, et ça m'intrigue en fait. Alors, c'est intéressant ce que tu me dis. En fait, ce qui me vient, c'est la légitimité. Quand tu es travailleur social, c'est l'institution qui te rend légitime en fait. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe. Mais les gens, ils se posent pas, les personnes ne se posent pas plus que ça la question. Puisque l'institution m'a recruté, que je suis là, c'est que c'est OK en fait. C'est parce que ton employeur t'a embauché qu'il t'a légitimé, voilà. Parce qu'il a reconnu que tu avais cette compétence. Voilà, c'est ça. Là, c'est à moi de trouver alors je sais pas comment expliquer, mais c'est à moi de me dire je suis légitime, j'ai cette compétence. En fait, c'est moi là qui dois vraiment m'imposer et imposer mes compétences et ma légitimité. Et oui, je suis légitime dans ce que je fais et je sais ce que je fais et voilà, il y a tout ça derrière. C'est drôle. Je me posais pas la question en fait. C'est parce que tu me poses la question et ça m'avait pas traversé. Et je t'avoue que le discours que tu as, c'est un discours que j'ai déjà entendu en ayant discuté avec d'anciennes collègues notamment. La question de la légitimité, ouais. Je sais pas si c'est un sujet qui est plus spécifiquement féminin ou pas. Parce que j'ai plus discuté avec des femmes, donc j'ai plus entendu ce point de vue-là. Une ancienne collègue notamment qui me disait, alors qui était déjà dans l'aspect communication, marketing, et qui formait les gens là-dessus dans le cadre de son emploi salarié, et qui souhaitait peut-être un jour se mettre à son compte, ou qui souhaitait développer ses compétences pour éventuellement changer de travail et se faire recruter dans ce domaine particulier. Ça, c'était juste une frange en fait une marge de son activité en tant que salarié quand j'ai discuté avec elle. Et elle me disait, je voudrais quand même avoir mon master parce que je serais légitime. Et alors, j'avais toujours un temps d'arrêt quand elle me disait ça, parce que je la connaissais un petit peu, on avait discuté. Pour moi, c'était une nana brillante, qui était capable d'aller se former, d'aller chercher les informations, de motiver les gens, parce que je l'avais vu faire aussi dans le cadre de son travail. Et je lui disais, mais tu as déjà la compétence, tu as déjà l'expérience, puisque tu l'as déjà fait, même si ton emploi il n'est pas spécialisé dans ce domaine-là dans lequel tu veux te spécialiser. En quoi le fait d'avoir un master dans ce domaine-là, ça te légitime plus vis-à-vis d'un employeur que tu pourrais aller démarcher en disant, voilà, j'ai cette expérience dans l'accompagnement de personnes et je me suis spécialisée dans la communication et le marketing. Pourquoi tu ne peux pas le faire tout de suite ? Elle me disait, si je n'ai pas le diplôme, je ne suis pas légitime. Et là, ce que tu me dis, même en ayant le diplôme, en un sens, tu ne te sens pas forcément totalement légitime pour aller rencontrer les gens et leur dire, voilà, je pratique l'art-thérapie, je vous propose mes prestations. Et c'est un sujet qui... Mais c'est peut-être féminin, hein. Je sais pas. Après, j'en ai jamais vraiment discuté avec des hommes, parce qu'en fait, dans mon entourage, j'ai que pratiquement des femmes que je connais, qui sont thérapeutes. J'ai pas vraiment... Si, j'ai un ami, mais qui est en soins énergétiques, et j'ai jamais discuté de ça avec lui, mais c'est vrai que je le retrouve plus, je pense que ouais, c'est peut-être plus les femmes. Je sais pas. Mais je sais pas. Après, à voir. Ouais, j'en sais rien. En tout cas... voilà, ce qui est important, c'est de faire les choses, d'y aller en fait. Et puis il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de je me plante. Je me plante. On peut pas se planter en fait. Il y a des choses qu'on va faire qui vont. Il y a peut-être des erreurs qu'on va faire, mais on apprend de ces erreurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris toutes ces dernières années, même dans
dans mes anciens emplois, quand j'accompagnais les personnes, il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire, et même dans l'entrepreneuriat. Oui, quand on démarche... quand on va démarcher petit à petit, les choses elles se font naturellement en fait. Et je m'améliore en fait à chaque fois parce que je repense à l'ancienne expérience et alors qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux faire autrement. Et en fait, faut passer à l'action. À un moment donné, il faut arrêter de se poser trop de questions. Parce que ça, justement, quand on se pose trop de questions, c'est là où on fait pas les choses et on met pas les choses en place. Le sujet de la peur de l'échec, c'est quelque chose qui est très marquant pour les gens qui décident d'aller vers leurs rêves, que ce soit professionnel ou autre, parce que justement, c'est parfois, la plupart du temps, les gens qui ont un rêve, ils pensent beaucoup, se l'idéalisent, se fantasment un petit peu la façon dont ils pourraient le réaliser s'ils ont vraiment envie de passer à l'action. Ouais. Et en tout cas, moi, c'est mon point de vue personnel et je pense qu'il peut être partagé par pas mal de monde, de se dire, si je le fais pas exactement comme je l'ai imaginé, si ça se déroule, il y a des petits couacs, etc., je vais rater. Et la peur de l'échec, c'est paralysant. C'est paralysant, mais je pense que c'est la société. Alors après, voilà, c'est parce que je dis ça parce que j'ai lu pas mal de choses. On est dans une société quand même où, en tout cas en France, où limite on n'a pas le droit d'être en échec quand on crée son entreprise. Sauf qu'en fait, ça fait partie. En fait, ça fait partie pour moi du projet. Ça fait partie de l'objectif, en fait, les erreurs. Moi, j'ai démarré, j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. Mais alors, vraiment. Je crois que je suis vraiment allée dedans, quoi. Donc maintenant, j'ai compris qu'il y avait certaines choses qu'il fallait pas faire. Voilà, mais je crois qu'en fait, faut pas avoir peur de ne pas réussir la première fois. C'est important, en fait. Je pense que les erreurs, ça fait partie... ou les couacs, je pense que ça fait partie du chemin. Le chemin, il n'est pas linéaire, en fait. C'est pas d'un point A à un point B et le chemin est linéaire. Non, en fait, il y a plein de choses qui vont venir nous confronter dans notre démarche d'entrepreneur, mais que je pense que ce soit dans n'importe quel domaine. Après, la thérapie, voilà, en ce moment, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup d'offres et peut-être que du coup c'est à se démarquer je dois me démarquer par rapport aux autres parce qu'il y a beaucoup d'offres de thérapie. Mais en tout cas, pour moi, l'échec, ou en tout cas la non-réussite, ça fait partie de la vie. Et c'est ce qui, je trouve, c'est ce qui me rend plus fort. Mes expériences, je dirais, ratées, je crois que c'est ce qui me montre... ce qui me montre ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire en fait. Et puis ça résonne avec ce dont on parlait quand je suis arrivée tout à l'heure chez toi, la discussion qu'on a eue avec ton mari où en fait on se disait que s'il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut. Bah c'est ça, exactement. Donc forcément il y a des moments où c'est plus difficile, des moments où on a foiré et puis ça met en relief ou en perspective aussi les moments où ça va bien et c'est comme ça qu'on apprécie les moments où ça va vraiment bien. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. J'avais une autre question sur l'enseignement que tu tirerais de ton expérience de créatrice d'entreprise ou de personne qui est partie se former pour découvrir une nouvelle discipline qui la passionne. Dans ton cheminement, pas spécifiquement sur l'art-thérapie, mais quelle est la morale que tu tirerais de ça ? Si quelqu'un te demandait un conseil sur moi j'aimerais bien me lancer, j'aimerais bien faire ce qui m'anime, quel conseil tu lui donnerais pour avoir confiance dans son projet ou pour se lancer ou pour avoir le déclic ? Moi je conseille d'y aller en fait. Par contre, pas foncer tête baissée en fait. Je dirais quand même toujours bien s'informer dans ce qu'on veut faire, aller rencontrer les personnes qui sont dans ce domaine-là. Et puis de s'entourer de personnes positives, pas des personnes qui vont dire t'es sûr, enfin voilà. Et puis des fois c'est bien de pas parler trop de son projet à son entourage,
surtout s'ils nous soutiennent pas. C'est bien de trouver en fait des personnes qui nous soutiennent et puis les autres, on les laisse de côté et puis on fait son chemin. Et moi, je trouve en tout cas que ça m'a beaucoup fait sortir de ma zone de confort. C'est quoi la zone de confort? Parce qu'on en parle tellement. Moi, ma zone de confort, c'était... Alors après, moi, j'ai fait quand même 3 métiers différents. Hein. J'ai fait cuisine. Bon, alors la cuisine, ça sort beaucoup de la zone de confort. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Cuisine, travailleur social... et puis là, du coup, art-thérapie et aussi relaxologue, puisque je suis formée à la relaxation yoga nidra. Et oui, ça me fait sortir. Et la zone de confort, c'est j'ai un travail et en fait, tous les jours, tous les jours, j'ai ma petite zone de confort où je suis toujours avec mes collègues, je fais le même travail et si je suis pas quelqu'un qui va chercher plus à s'améliorer ou qui a pas envie de plus, je suis dans ma zone de confort en fait. C'est peut-être les autres qui vont me faire sortir de ma zone de confort, mais moi je vais rester dans la mienne au niveau de mon emploi ou de mon quotidien Donc la zone de confort, c'est la routine finalement, c'est l'environnement quotidien qu'on peut avoir et qu'on se crée. Oui, voilà, qui est prévisible, quelque chose de prévisible. Je trouve que toute nouvelle activité nous fait sortir de notre zone de confort, aller faire un nouveau sport ou aller faire du bénévolat ou je sais pas, ou avoir des beaux enfants. Ça, on fait pas exprès. C'est la génétique qui choisit. Des beaux enfants en tant que beaux-parents, quoi. Je veux dire. Ah oui, d'accord. Ça fait sortir de sa zone de confort. En fait, toute nouvelle expérience de vie, pour moi, me fait sortir de ma zone de confort et peut nous faire sortir de notre zone de confort. Et je trouve que en tout cas, moi, je trouve que ça me fait grandir. Chaque nouvelle expérience me fait grandir, me fait réfléchir et avoir un projet professionnel ou autre, c'est aussi se découvrir, je trouve, apprendre à mieux se connaître, et c'est qui je suis en fait, et qui j'ai envie d'être dans ce monde. C'est beau. au milieu de tout, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'être célèbre en fait. Le but, c'est pas l'objectif. C'est qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans la société et voilà. Et surtout se dire si je le fais pas, ne pas regretter en fait. C'est ça en fait, arriver à sa fin. Parce qu'on peut essayer un projet et puis ça marche pas. C'est tout, ça marche pas, mais au moins j'ai essayé. Et pas se dire, arriver en fin de parcours de vie et de se dire, mince, j'ai même pas essayé. Ouais. Et je trouve que ça serait dommage. Finalement, la plus grande peur qu'on devrait avoir, c'est la peur de regretter des choses plutôt que la peur d'échouer. Ouais. Si on essaye, même si on échoue, au moins on ne regrette pas d'avoir essayé. Et puis ça peut ne pas marcher maintenant, et puis dans 10 ans ça peut marcher. C'est pas... Moi je trouve qu'il n'y a pas d'arrêt complet, quoi. Il y a toujours... oui, ça n'a pas marché là, mais ça peut marcher autrement. Voilà, il y a plein de possibilités. En fait, c'est la possibilité. C'est le champ des possibles. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise le champ des possibles. C'est une belle transition. Ouais, Justement, j'allais te proposer parce qu'en un fait, peu. il y a plein de... C'est les perceptions qu'on a sur les situations, en fait. Et est-ce que tu connais cette citation de Sénèque qui dit « C'est pas parce que c'est difficile que nous n'essayons pas, c'est parce que nous n'essayons pas que c'est difficile. » Moi, je suis d'accord. Et plus on essaye, plus ça devient facile. C'est exactement ça. Et je l'ai ressenti d'ailleurs pas plus tard qu'hier, puisque, comme je te disais, je suis aussi prof d'équitation, ma formation initiale, et j'ai arrêté de donner des cours pendant environ 1 an et demi. Et j'ai repris depuis une semaine, et j'ai donné des cours pendant une dizaine d'années. Et au début, c'est pas évident quand on doit animer une séance d'équitation pendant 1 heure avec un certain nombre de cavaliers, qu'on doit structurer, qu'on doit avoir une vision
de la phase d'échauffement du cheval et du cavalier, de la phase de progression technique, et puis de récupération, etc. Et de s'organiser sur une heure. Des fois, on se fait prendre par le temps, on oublie son objectif, on se retrouve face à des problèmes qu'on n'avait pas envisagés, etc. Et au début, c'est difficile. Et puis, plus on le fait, plus on le pratique au quotidien, moins on a besoin de préparer la séance parce qu'on va avoir l'œil aussi qui va percevoir tout de suite la difficulté à résoudre sur cette séance-là pour arriver à l'objectif prévu. Et j'avais un petit stress hier parce que j'ai animé cette journée de stage pendant toute la journée avec 5 cavalières, de me dire, j'ai pas l'impression d'avoir préparé mes séances. Et je suis arrivée et en fait les chevaux me disent tout parce que avec l'expérience, j'ai vu aussi que je vois telle cavalière fonctionner avec son cheval, je sais exactement ce dont ce couple-là a besoin à cet instant T, donc je travaille là-dessus pour les aider à progresser, à se sentir mieux. Et plus j'ai essayé de le faire, moins ça me demande d'effort de le faire. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant, et ce que tu expliques un peu dans ta démarche, c'est que plus on va essayer, plus on sort de sa zone de confort, plus c'est facile de sortir de sa zone de confort, parce que notre esprit s'habitue à l'imprévu, à l'inconnu, et on va être plus adaptable, plus flexible, et du coup plus réactif aussi. Moi, je trouve que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours un point de départ. En fait, quand on commence quelque chose de nouveau, que ce soit dans le sport, moi j'ai fait beaucoup de courses à pied. Au début, je faisais 5-10 minutes de course à pied. Et c'est parce que je me suis entraînée que petit à petit, c'est venu et c'est devenu plus facile. Donc j'ai pu faire 10 km, 15 km, voilà. Et c'est comme quand j'ai commencé la cuisine. Moi, faire une pâte à tarte, franchement, voilà. Fallait pas trop me demander de la réussir. Donc, et c'est en faisant petit à petit, et c'est ça en fait qu'il faut se dire quand on a un nouveau projet, c'est que en apprenant, en se trompant, on fait de mieux en mieux et on a de moins en moins peur et on a de plus en plus de facilité, d'aisance, de compréhension des choses. Et j'avais regardé un podcast sur YouTube, alors je sais plus comment s'appelle cette personne, mais c'est ce qu'il disait en fait, et je suis d'accord avec lui, quand par exemple j'interviens sur un groupe en relaxation ou même en art-thérapie, moi je ne sais pas, je ne peux pas prévoir les réactions des gens puisque ça c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Par contre je peux contrôler, c'est ce que j'ai préparé. Et si pour moi c'est ok ce que j'ai préparé, j'ai travaillé sur ma séance, après c'est ok en fait. Après je peux y aller et le reste je connais, donc après les choses elles viennent comme elles viennent. Et c'est ça aussi qui est important, c'est aussi accepter que tout n'est pas parfait et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est exactement ce à quoi je pensais. On m'avait parlé, un instructeur d'équitation en l'occurrence, expliquait la différence entre la maîtrise et le contrôle. On ne peut pas avoir le contrôle sur les choses, a fortiori là c'était sur un cheval, donc évidemment un animal de 600 kg, on ne le contrôle pas. Mais on peut maîtriser un certain nombre d'outils, d'astuces, de perception de soi, de perception de l'autre, et c'est cette maîtrise de ces outils qui va permettre de s'adapter à toutes les situations qu'en l'occurrence on ne peut pas contrôler. C'est exactement ça. Je trouve ça hyper intéressant. C'est exactement ça. C'est comme, c'est comme face à une personne quand elle est je lui propose un exercice d'art-thérapie, c'est parce que justement j'ai la connaissance de l'exercice et de l'outil. Je sais ce que ça peut apporter, ce que ça peut générer, mais par contre la personne à l'intérieur, son intérieur, je ne le connais pas, donc forcément elle va réagir d'une certaine façon, et c'est parce que je maîtrise, j'ai la maîtrise, que je peux accueillir ce qui se passe. C'est ça en fait qui est important, c'est comment j'accueille. Pour la personne, mais pour aussi la personne, pour toi mais aussi au quotidien. Pour moi. Voilà, c'est ça. Super. C'est hyper inspirant. Voilà. Je pense qu'on va passer à la dernière question. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe ton activité, où est-ce que tu interviens, est-ce que comment tu organises un peu ton entreprise, et puis si tu as envie de parler un peu des activités que tu proposes.
Tu peux. Donc mon entreprise est quand même toute nouvelle, donc ça fait 1 an que je suis vraiment dans la démarche d'auto-entrepreneur. Donc je suis intervenue dans une école pour faire des séances de relaxation aux élèves. Parce que je trouve que c'est important en fait que les élèves et les enseignants puissent avoir justement cet outil en tout cas pour leur permettre de mieux se concentrer, de mieux mémoriser, d'apaiser les tensions, d'apaiser ses émotions et à certains moments de la journée. À partir du 22 mai, je commence les séances de relaxation au centre Oscaria à Reims. Voilà, donc vous avez toutes les informations sur le site du centre Oscaria. Donc, tu as un site internet ? Oui, j'ai un site internet. Je mettrai aussi en lien tout ça. Donc mon site internet explique tout ce que je propose et tout ce que je fais. Donc voilà, au centre Oscaria, ça sera des séances dans un premier temps de relaxation pour les adultes et puis après je verrai pour faire des séances à thème et puis proposer des séances pour les enfants aussi. Et puis l'art thérapie, c'est accompagnement individuel, donc c'est les personnes c'est pour les enfants, les adolescents, les adultes, donc les personnes m'appellent pour une problématique à régler. Et alors, la première séance, c'est toujours une discussion en fait autour de la personne. La personne vient discuter avec moi de pourquoi elle a pris rendez-vous et on discute ensemble de comment je peux répondre à sa demande en fait et ce que je propose, est-ce que ça lui convient ou pas. D'accord. Voilà, parce que c'est aussi à la personne chaque personne doit avoir le choix, c'est ok ou c'est pas ok, ça me convient ou ça me convient pas. Et alors, les rendez-vous se déroulent où ? Est-ce que tu as un cabinet ? Non, j'ai pas de cabinet à domicile. D'accord. À domicile ou après ça peut être en institution ou voilà. En visio aussi ? En visio, j'ai jamais fait. La relaxation en visio, ouais, yoga nidra, je dis pas, mais l'art thérapie en visio, pour le moment, j'ai jamais fait, donc je sais pas. Et donc, c'est moi, je préfère quand même être en lien avec les gens. Ça peut se comprendre pour ce genre de démarche aussi, c'est quand même très, très personnel. Et c'est dans quel secteur géographique alors les rendez-vous ? Laon, Reims. Laon, secteur de Laon. D'accord. Soissons. C'était très intéressant, donc j'espère que tu as passé un bon moment et que c'était une expérience qui t'aidera peut-être à aller vers plus de communication. Tu me disais que tu avais un petit peu de soucis à communiquer sur ton activité parfois. Je te remercie en tout cas de m'avoir invité à participer justement à ce podcast. C'est un grand plaisir. Je trouve ça vraiment intéressant comme démarche. Ouais. Cool. Et merci à toi. Et pour les auditeurs, je vous dis merci de m'avoir écouté et rendez-vous pour le prochain épisode. Merci. Au revoir Sandrine. Au revoir.